Alors, quand on a vu d'abord l'image de votre projet, là, et puis, qui est plus un projet, puisqu'on l'a vu agir, et quand on pense robot de manière générale, on pense quelque chose en dur, avec des articulations mécaniques extrêmement fermes. Et maintenant, on a des robots flexibles. Alors, il n'y a pas que cette flexibilité-là qui est en fait une articulation, oui, celle de l'anguille, mais des robots flexibles, c'est quoi? Bon, robots flexibles, c'est des robots où le bras est flexible. Le corps même, c'est de forme. Oui, donc le bras, c'est de forme. C'est de forme sous les charges qui sont importantes. Donc il adopte une flèche qui est liée à la forme. Donc il y a une flèche au bout qu'il faut en tenir compte pour poser bien la charge où il faut. Et quel est l'avantage de prendre un robot qui se déforme sous la charge? L'avantage au début, c'était pour aller plus vite, donc faire un robot plus léger. Peut-être ça n'a pas été abouti, mais en particulier, il y a deux robots de grandes dimensions où la déformation est inévitable. Quand on a un robot tel le robot de la navette ou le robot qui sont utilisés dans le bâtiment, dès que le bras de robot dépasse quelques mètres, parce que ça pourrait être 5 mètres par exemple, chaque bras, là il y a des déformations inévitables qu'il faut les prendre en compte lors de positionnement de l'organe terminal où on veut. Alors vous, en tant que chercheur, vous vous intéressez au modèle, on l'a vu, donc aux formes, mais aussi aux commandes, donc à l'intelligence, parce que finalement, ça va de pair. Oui. Alors, quelles sont les catégories de nouveautés auxquelles il faut s'attendre là et qui vont ouvrir le champ, et jusqu'à y compris des industriels? C'est des méthodes, donc là, à part la commande des systèmes plus complexes qu'on a abordés, tel le robot parallèle, leur commande c'était beaucoup plus compliqué que le robot serial, robot classique, ou le robot également déformable, dont la commande était plus compliquée. Il y a la commande de coopération, et là c'est un autre champ, et d'autres problèmes qui demandent de communication importante, qui demandent également des perceptions plus poussées, parce qu'il faut savoir où se trouve chacun et puis qu'est-ce qu'il a accompli. Alors, où se trouve chacun, ça me fait penser au déplacement du robot dont nous parlait Peter de Groof tout à l'heure. 2 mètres par seconde, c'est quand même assez rapide. S'il y a non pas une fourmi qui traverse, mais un individu ou je sais pas, une machine qui tombe ou quelque chose qui tombe sur la route, est-ce que les robots vont pouvoir, y compris, s'intégrer de façon intelligente, avec des guillemets, dans leur environnement et capter des choses qui sont imprévisibles dans le processus, qui constituent des aléas du processus? Bon, imprévisible, pas vraiment. Bon, ça veut dire qu'il faut le prévoir dans la commande. Non, mais je veux dire, ils peuvent très bien voir un mouvement avec une caméra, voilà. Ils voient un mouvement rapide qui n'est pas prévu. Il faut le prévoir dans la commande. Il faut le prévoir dans la commande. Il faut ça, c'est une grosse difficulté. Pour gérer l'imprévisible, il faut le prévoir. Oui, bon, le concepteur doit le prévoir. Bon, on a besoin de ces gens-là. Là, il n'y a pas de problème dès l'inclure dans la commande. Bon. Mais le robot ne jamais fera quelque chose qui n'est pas prévu par le concepteur. Donc, pour gérer un mouvement comme ça qui vient présenter un risque dans son déplacement, il faut prévoir. Il faut le prévoir. Et il faut après prévoir tout le processus d'arrêt de la machine. Toute la cascade des réactions que cette machine doit avoir. Donc, prévoir quelqu'un qui est entré dans le champ accessible de robots, là, bon, on peut le faire, mais il faut le prévoir. Alors, dans le dernier attendiciel que j'ai eu le plaisir et le bonheur d'animer, on avait Pierre Dejax et Najib Najid, qui sont membres de la même, du même institut et de la même équipe. Non, pas tout à fait la même équipe, du même institut. Et ils nous ont expliqué des choses qui sont assez fascinantes. Les formules mathématiques que vous utilisez, les algorithmes, ont été, pour l'un, empruntés au cheminement des fourmis
le cheminement le plus réussi pour aller chercher de la nourriture et le ramener dans la fourmilière. Et pour le second, le mécanisme de développement d'interaction du chromosome dans le développement de l'embryon. Donc vous allez vous aussi chercher dans la nature, c'est une autre façon d'emprunter à la nature, au-delà de ses formes, en quelque sorte ses programmes. Qu'est-ce que vous empruntez, vous, comme programme? Je crois la même, on peut dire, le même exemple existe également en robotique. Les fourmis. Des fourmis, avec un mot en anglais, le swarm, qui est fourmilier. Oui. Et ça, le fourmilier. Et là, c'est... lui, c'est un robot flexible, le fourmilier. Non, là, c'est la coopération de plusieurs robots. D'accord. Qui prend leur algorithme de travaux de fourmis. Parce que c'est leur, on peut dire, comportement de travailler ensemble sur une tâche. Ça a été utilisé comme un algorithme d'optimisation. Évolutif. Quand on va chercher des exemples dans les fourmilières, il ne faut pas s'étonner après qu'on aboutisse chez nous à une fourmilière. Est-ce qu'il y a des choses qui vous inquiètent dans ce que vous voyez, ou est-ce qu'au contraire vous jubilez, vous dites waouh, il y a un champ d'expansion formidable, mon imagination bouillonne, vous ne pouvez pas savoir? Il n'y a pas d'inquiétude, c'est plutôt une ouverture assez intéressante pour l'humanité, à mon avis. Alors, merci en tous les cas. Je voudrais qu'on applaudisse à ce stade-là, parce que vraiment, on a fait tout un cheminement. Merci. C'est pour vous remercier.